cette séance du Conseil municipal du mardi 12 février 2019. Certains de nos collègues se sont excusés. Tout d'abord, Vincent Pessel qui donne pouvoir à Yanis Lebrun. Et Christian s'excuse, mais il y aura quelques minutes de retard. Il viendra nous rejoindre dans quelques instants. Christian Guigné. Alors, nous allons commencer par la prévention des inondations. Présentation des résultats de l'étude menée par le cabinet ISL. Chacune et chacun d'entre vous connaissez les difficultés particulières auxquelles doit faire face la ville de Malétroit en matière d'inondation. Nous avons connu des périodes de crues importantes en janvier 1995, en décembre 1999, en janvier 2001 et la dernière fin janvier, début février 2014. L'équipe municipale avait dans son programme prévu de réactiver la commission inondation de la CCVOL à l'époque pour aborder ce sujet au niveau intercommunal. Cela n'a malheureusement pas été possible et nous avons donc choisi de nous atteler à la tâche au seul niveau communal. La commune a donc créé une commission de travail spécifique environnement inondation pour traiter le sujet. Une table ronde avait été organisée le 3 mai 2016, associant notamment la préfecture de région, la préfecture du Morbihan et à l'époque l'IAV, l'Institut d'aménagement de la Vilaine, qui est aujourd'hui devenu l'établissement public territorial de bassin de la Vilaine, le PTB Vilaine. C'est grâce à ces efforts que la commune a pu faire inscrire au programme d'action de prévention des inondations, que nous appelons régulièrement le PAPI, le projet d'étude et ainsi obtenir des aides financières nécessaires à sa réalisation. Donc, des aides financières de l'État et du Conseil départemental. Aussi, en décembre 2017, le Conseil municipal a retenu la société ISL Engineering pour la réalisation d'une étude hydraulique de protection contre les inondations. L'objectif était simple, identifier précisément les travaux et aménagements possibles pour réduire les aléas dans Malétroit en cas d'inondation, comme je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire des années à partir de 1995. Avant de laisser la parole à M. Barbet, ingénieur du cabinet ISL, il est important que nous ayons bien à l'esprit les rôles et responsabilités de chacun. Depuis les dernières élections et le début des travaux d'études, les attributions des collectivités locales ont en effet évolué. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ce que nous appelons le GEMAPI, est une compétence confiée aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018, donc après le lancement de notre étude. Je vous précise brièvement ce que recouvre cette compétence GEMAPI. Il s'agit de l'aménagement des bassins versants,
l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, et la protection et la restauration des zones humides. En dépit de ces évolutions dans les compétences locales, il était important pour la commune de mener ce travail à son terme. Mais il sera donc du ressort de l'OBC, désormais, d'étudier les suites à donner aux résultats de l'étude qui va nous être présentée. À ce titre, nous remettrons l'étude à l'intercommunalité, à l'OBC, et nous programmerons avec eux une présentation détaillée de l'étude en conférence des maires et vraisemblablement ensuite en conseil communautaire. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Barbet, qui va maintenant nous détailler les travaux que son cabinet a réalisés tout au long de cette étude. Merci, c'est à vous. Très bien. Merci Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Donc, Olivier Barbet, donc, pour me présenter rapidement. Donc, je représente le bureau d'études ISA Ingénierie, donc, que la commune a missionné pour mener à bien l'étude sur l'étude hydraulique de protection à Malétroit, contre les inondations à Malétroit. Donc, je vais vous présenter les résultats des travaux en essayant d'être aussi court que possible. Donc je vais passer rapidement sur le contexte, vu que monsieur le maire l'a rappelé, depuis 25 ans, depuis janvier 1995, une succession de crues importantes qui ont impacté la commune et notamment le centre-ville. On rappelle par exemple sur l'historique des crues à Malétroit, on voit qu'à l'échelle de l'écluse, toutes les crues, les plus fortes crues sont très récentes, hein, depuis 1995. Et dommageables, donc là c'est toutes les crues dommageables au-delà des 3 mètres environ. Les premiers dommages c'est à peu près 3 mètres à l'écluse de Malétroit. Aujourd'hui elle était à 1,50 m je crois ces derniers jours. Donc voilà pour le contexte. Et également un contexte de PPRI, donc le plan de prévention contre le risque inondation sur la commune et plus largement sur la vallée de l'Oust qui est en cours de révision. Donc là c'est les services de l'État qui instruisent ces dossiers. Et donc le PPRI qui vient tout juste à peine de commencer, je crois que c'est vraiment au tout début. Aussi pour se remettre dans le contexte, aussi la particularité de Malétroit, elle est aussi géologique et topographique, on peut qualifier de verrou hydraulique. Il n'y a qu'à voir la vallée de l'Oust, hein, on est à peu près presque 900 mètres de large à l'amont de la commune. Alors il y a le canal qui passe, donc on peut réduire à 650 mètres de large. Dans la commune, on arrive à 300 mètres de large. À l'aval, on est autour de 500 mètres. Et quand on va vers l'aval, ça varie entre 300 et 500 mètres. Et puis au niveau du pont, on n'a plus que 50 mètres de large à faire passer toute l'eau qui passe sur les 600 mètres à l'amont. Donc on a vraiment une restriction des écoulements dans la commune. Et c'est une des causes des inondations dans la commune. Alors il y a eu déjà de nombreuses études, donc de nombreuses crues, de nombreuses études aussi derrière, avec différentes solutions qui ont déjà été envisagées. Il y avait déjà eu la solution d'un canal de décharge dans la prairie de la Dauphrenne. Donc la prairie de la Dauphrenne, c'est à l'aval du pont Neuf en rive gauche, là où se situe le gymnase et puis je cherche les mots, le collège également qui est dans ce coin-là. Avec une efficacité hydraulique qui était plutôt intéressante, mais un coût qui était très très important. À l'époque, il chiffrait à 7 millions d'euros, je crois, si de mémoire le projet. Il y a eu des études sur le surstockage en amont. Donc en gros, le surstockage en amont, c'est on essaie de stocker les volumes d'eau provisoirement le temps que la crue passe, et après on relâche l'eau pour diminuer les débits dans les zones à enjeu. Donc là, avec une efficacité hydraulique intéressante, mais des coûts également très, très importants. Les endiguements également ont été étudiés, mais là, vu le contexte urbain, c'est très, très difficile à mettre en œuvre, et l'efficacité hydraulique n'était pas
pas forcément intéressant parce qu'on protégeait certains, mais on faisait au détriment aussi parfois de ceux en face ou de ceux qui étaient en amont. On avait également regardé le remplacement du pont de la RD 776, donc le pont neuf, dont l'efficacité est assez restreinte pour là aussi un coup mettre un viaduc à la place qui était un coût très important. Donc les objectifs de l'étude, c'était un peu d'essayer de rebalayer ce qui pouvait être, ce qui était possible de faire, comme pour réduire les inondations, et avec un focus sur l'augmentation de la capacité à l'aval de la commune, donc essayer d'évacuer faciliter l'évacuation de la crue à l'aval de la commune, en particulier en aval du pont, pour diminuer les hauteurs d'eau dans la commune. Donc les différents axes de l'étude, c'est passé par une optimisation de l'aménagement, alors par ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice, donc ce qu'on appelle ACB. Alors aujourd'hui, ce type d'analyse est demandé par les services de l'État systématiquement pour ce type de projet. En gros, on essaye de voir si, pour parler un peu trivialement, si le projet est rentable. Est-ce qu'on arrive à équilibrer les coûts, donc tout ce qui est entretien, d'abord les travaux et ensuite l'entretien, et équilibre avec les bénéfices étant les dommages évités, ce qu'on évite parce qu'on diminue l'impact des crues. Et on se fixe une échéance à 50 ans, donc là c'est réglementairement, en tout cas dans les principes des ACB. Et puis évidemment, prise en compte des contraintes environnementales sur secteur, prise en compte des contraintes de navigation également, donc il ne faut pas non plus gêner la navigation, et puis l'insertion paysagère du projet au sein du site, vu que la commune des sites est classée en tout cas en site remarquable. Alors, dans le cadre de l'étude, on a regardé différentes solutions. Donc on est revenu sur la solution du canal de décharge à l'aval. Donc, juste pour se représenter, c'est la topographie ici, donc marron. Alors, plus on tire vers le blanc, plus on est haut en altitude, et plus on tire vers le bleu, donc là c'est loose, plus on est bas en altitude. Donc là, on voit bien le tracé de la rivière et la prairie de Fauvéno. Donc, le principe était de creuser un canal carrément à travers la prairie. Donc ça, c'est le premier cas qu'on a regardé, avec différentes largeurs de canal. On a regardé ce qu'on appelle une riz-berne. Alors là, l'idée, c'est de venir creuser, non pas à travers la prairie, mais sur le bord du cours d'eau, donc pour augmenter la section d'écoulement, sans modifier le lit mineur, vraiment, mais vraiment en bordure sur la berge du cours d'eau. Donc c'est ce qui figure en dégradé de couleur, donc on fait une pente, en fait, on vient creuser la berge le long du cours d'eau. Et la dernière cas qu'on a regardé, c'est l'arasement du barrage de Fauvéno. Donc c'était pour voir aussi, pour les calculs, on y allait franco, on a dit qu'il n'y avait plus de barrage, comme ça au moins on voit le maximum qu'on peut avoir, et on verra que c'est très peu juste après. Sur les résultats, donc on a fait tous ces tests avec les différentes largeurs, les différents scénarios. Ce qu'on voit, c'est que sur le canal, il y a deux géométries qui ressortent, c'est grosso modo entre 20 et 30 mètres, on arrive à équilibrer des ACB, donc l'analyse coût-bénéfice, on arrive à l'équilibrer. Un intérêt, c'est qu'on a aussi un impact environnemental assez limité, parce qu'on traverse finalement des parties qui sont déjà anthropisées, enfin déjà occupées par l'homme, donc pas forcément très naturel. La riz-berne, par contre, c'était, quels que soient les cas, c'était négatif, enfin on n'arrivait pas à équilibrer l'ACB, et puis des impacts environnementaux très importants, parce que là, on vient taper, si je peux m'exprimer, sur la berge, et c'est là où il y a tous les milieux intéressants, en fait. D'un point de vue environnemental, c'est là où il y a tous les arbres, où il y a ce qu'on appelle la ripisylve, donc c'est tous les arbres qui sont le long de la berge, et c'est là qu'on trouve les espèces, où viennent se cacher les espèces les plus intéressantes. Et puis l'arasement du barrage de Fauvéno, c'était à peine 1 cm en aval du pont neuf, donc à l'armou c'était 0. Donc là, pour le coup, ça faisait, on n'avait quasiment aucun impact sur les zones à enjeu. Donc la solution retenue et qu'on a creusée, c'est qu'à le dire, qu'on a regardé en détail, c'est le canal de décharge, donc avec un gabarit entre, la souris ne fait pas revenir, voilà, entre 20 et 30 mètres de large en termes de gabarit.
Alors on a reprécisé l'emprise, donc grosso modo, voici le tracé proposé, alors qui peut être tout à fait optimisé, avec un départ en fait du canal qui se situe juste à l'aval de l'abattoir, des anciennes abattoirs, pardon, en rive gauche, donc c'est au niveau de l'aire de jeu. On vient pour contourner le camping, donc là on empiète du coup sur les terrains de pétanque qui se situent ici. Et du coup avec deux bâtiments qui sont à démolir, et après on vient traverser la rue de Narvik et redéboucher en amont de l'usine Chryso au niveau de la boucle de l'Oust. Donc ça veut dire aussi qu'on coupe la rue des Tanneurs ici, et du coup on rétablirait l'accès par la rue de Narvik avec un ouvrage de franchissement et un accès pour revenir vers le camping qui serait rétabli du coup par la rue de Narvik. Bon, voilà pour les détails, juste rapidement, largeur 24 mètres, des pentes de talus assez douces, 3 H pour un V, ça veut dire qu'on monte d'1 mètre en 3 mètres de distance. En longueur, ça fait 730 mètres environ. La largeur en crête, bon c'est variable, ça dépend du terrain naturel, évidemment, comment on se rattrape sur le terrain naturel, donc ça fait à peu près 40 mètres. C'est un canal qui est toujours en eau, donc le niveau est maintenu dans l'Oust pour la navigation. Pour que le canal soit efficace, il faut qu'on creuse suffisamment, donc il sera toujours en eau. Donc ça veut dire avec des hauteurs d'eau qui seront variables de l'amont environ 1 mètre d'eau et 1,50 m à l'aval, parce que le canal il est en pente, évidemment. Et les hauteurs de berge, du coup, elles sont variables de 2 à 3 mètres, donc ça dépend évidemment de la hauteur du terrain actuel, pour se rattraper dessus. Bon, juste un plan de situation pour se repérer également. Là, c'est le départ avec les anciens abattoirs, donc il faut imaginer le départ du canal qui se situerait à peu près ici. On passerait devant le camping, donc en coupant la rue des Tanneurs juste ici. Ici, c'est le petit chemin qui longe les terrains sportifs, donc il faut imaginer le canal qui serait du coup à notre droite, là. Là, on est à l'aval dans ce coin-là, et on regarde vers l'amont, donc par ici, donc il faut imaginer le canal qui arriverait en travers de cette prairie. Et là, on déboucherait face à, donc là c'est la berge du canal du canal de l'Oust, donc du canal de Nantes à Brest. Il y a 2 canaux pour le coup, qu'on voit en amont, qu'on voit en face, et qui sera conforté, parce qu'évidemment on va emmener un flux, le flux d'eau va venir taper un peu sur la berge, donc on prévoit de conforter également cette berge. Donc le projet, bon je ne fais pas la liste, mais en gros il y a le terrassement du canal, la reconstruction d'un ouvrage de franchissement pour la continuité des rues, les reconstitutions d'accès, les protections de berge de la partie Oust, là ce que je viens juste de vous montrer, la valorisation paysagère, la reconstitution donc d'une ripisylve, donc on va replanter le canal pour reconstituer une ripisylve et aménager des zones d'attrait également. Là c'est plus pour les batraciens, donc c'est des petites zones en pente très douce pour que les animaux puissent accéder à l'eau. Il y a la démolition donc, des bâtiments, donc c'est le club de pétanque, des démolitions de voiries et reconstitution, et également des déplacements de réseau. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et sur l'estimation financière, allons droit au but, en termes de travaux, aujourd'hui on estime à environ 1,9 million d'euros de travaux, hors taxe, on parle toujours en hors taxe. Et études complémentaires, donc ça va être tout ce qui est maîtrise d'œuvre et tout ce qui est études réglementaires aussi, c'est environ 0,2 millions, donc 200 000 euros, pour un coût total qu'on estime à 2,1 millions d'euros en termes d'investissement. Donc ça c'est la partie coût. Ensuite il y a l'estimation des bénéfices. Alors la solution retenue, on peut regarder les impacts. Alors cette carte, les couleurs, alors c'est la crue de janvier 2001. Donc là, c'est les résultats de calcul hydraulique. Les couleurs, c'est en fait l'abaissement du niveau d'eau par rapport à l'état actuel, par rapport à la crue de 2001 en fait. Donc si, avec l'aménagement, de combien on va baisser le niveau d'eau. Alors, en vert, en gros, c'est moins de 5 cm. Ce vert clair, c'est entre 5 et 10 cm. Là, après, c'est tous les 5 cm, donc de 10 à 15, de 15 à 20. Ici, on est autour des 20 cm.
Et sinon, pour 2001, pour le centre-ville, on est entre 15 et 20 cm de diminution des hauteurs d'eau dans une grande partie du centre-ville de Malétroit. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on voit le maximum, il est en plein dans le centre-ville, c'est-à-dire là où il y a la plupart des enjeux. Ça, c'est pour la crue de 2001. Pour la crue de 2014, on a... Alors, hop, voilà, ça permet de se rendre compte aussi en balayant rapidement les deux diapos, on a un peu plus d'impact, on a un petit peu plus de gains que par rapport à 2001. Alors c'est un des résultats d'études. En fait, les gains sont plus importants pour les crues les plus faibles, c'est-à-dire pour les crues les plus fréquentes. Et plus la crue est forte, donc plus on va aller vers des crues centennales, plus le gain est faible en fait. L'aménagement commence finalement à ne plus être efficace pour des crues un peu au-delà de la crue centennale. On a quasiment plus d'impact par rapport à aujourd'hui. Donc par contre on agit vraiment sur les crues fréquentes qui impactent du coup plus fréquemment aussi la population. Donc c'est aussi un point intéressant. Donc là c'était 2014 et du coup là on voit que c'était entre 20 et 25 cm ce bleu ici dans le centre-ville. Alors dans le cadre de l'étude, et M. le maire parlait notamment de l'EPTB Vilaine, donc l'établissement public territorial du bassin Vilaine, qui nous a aidés aussi sur l'étude et qui a fait réaliser des levées de seuil. Donc ils ont demandé à un géomètre de lever le niveau des seuils de maison. Donc en altimétrie, donc dans le nivellement général de l'IGN. Donc, ce qui nous permet, nous, avec les niveaux d'eau qu'on calcule, on compare par rapport au niveau de seuil et on peut dire la maison, il y a de l'eau dedans ou il n'y a pas d'eau dedans. Et ça nous a permis de voir l'impact en termes de nombre. Alors là, j'ai mis le nombre de bâtiments total, donc j'ai pas mis la répartition, on l'a fait par bâtiment, par type de bâtiment, pardon. Donc là, c'est le nombre de bâtiments total. Ce qu'on voit, état de référence, c'est l'état actuel. Donc en gros, décembre 99, il y a eu à peu près 84 bâtiments qui ont été inondés. Février 2014, à peu près un petit peu moins d'une centaine. Janvier 2001, à peu près un peu plus d'une centaine. Et l'état aménagé, c'est le nombre de bâtiments qui sont encore inondés avec l'aménagement. Donc ce qu'on voit, c'est pour une crue décennale, Q10, on a 40% de bâtiments en moins qui sont inondés. Donc en valeur absolue, ça fait 22 bâtiments en moins sur les 56. Décembre 99, ça fait 14 bâtiments en moins sur les 84, donc c'est un petit peu moins de 20%. Février 2014, c'est 11 bâtiments. Janvier 2001, c'est 13 bâtiments. Et puis, crue centennale, c'est 4 bâtiments. Donc c'est ce que je vous disais, plus la crue est forte, moins on a d'impact de l'aménagement. Bon, ce qu'on voit, c'est que pour les crues fréquentes, on est très vite, moins 20%, moins 30%. Et pour les crues un peu importantes, on reste quand même autour de moins de 10% de bâtiments inondés. Enfin, de bâtiments en moins qui sont inondés, qui sont retirés de l'inondation. Le dernier tableau, c'est aussi, donc ça c'est... Le premier tableau, c'est les bâtiments qui ne sont plus inondés. Après, le deuxième tableau, c'est les bâtiments qui changent de classe d'aléa. Alors, ce qu'on appelle de classe d'aléa, c'est un peu dans l'esprit PPRI. C'est-à-dire qu'il y a les aléas faibles, aléas moyens, aléas forts, avec des règlements derrière qui sont un peu différents en termes de réglementation PPR. Et donc, on a regardé un peu le nombre de bâtiments qui changent de classe, en fait. Sachant que généralement, au-dessus d'1 mètre, on est plutôt en aléa fort, ce qui se traduit souvent en termes d'urbanisme par des zones rouges dans le PPR. Généralement, aléa moyen, c'est 0,5 m à 1 mètre, et puis aléa faible, c'est environ inférieur à 50 cm. Donc ce qu'on voit par exemple ici, c'est qu'on aurait 16 bâtiments qui par contre passeraient de aléa fort à aléa moyen, 13 bâtiments qui passeraient d'aléa moyen à aléa faible, et puis les 4, donc là c'est pour la crue centennale, les 4 qui seraient retirés de la zone inondable. Donc il y a des bâtiments qui ne sont plus inondés, mais il y a aussi tous les autres bâtiments qui sont un peu moins aussi inondés.
Alors l'approche économique, donc l'analyse coût-bénéfice, alors je passe assez vite sur toutes les hypothèses. Donc c'est une approche économique aujourd'hui qui est demandée pour justifier les projets de protection contre les inondations. Bon, c'est en gros l'État, il regarde si la dépense publique vaut le coup d'être mise en œuvre. Et les différentes hypothèses, bon, rapidement, l'horizon temporel à 50 ans, les taux d'actualisation des prix, donc là c'est 2,5%, voilà, c'est ce qu'on nous demande de prendre en compte. On prend en compte les coûts d'entretien, donc tous les ans on rajoute les coûts d'entretien. Les courbes de dommages, donc c'est des courbes de dommages nationales, donc c'est en fonction de la surface, donc il y a un coût au mètre carré, et en fonction de la hauteur d'eau, c'est je vais dire n'importe quoi parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais 10 cm d'eau, c'est environ 10 € du mètre carré de dommages, par exemple. Et ça, on a les coûts pour l'habitat, on a les coûts pour les établissements recevant du public et pour les entreprises, selon le type d'entreprise. Voilà, donc tout ça, c'est les courbes du ministère, c'est assez cadré, hein, c'est très cadré. Et les éléments étudiés, on a regardé sur presque un petit peu moins de 200 bâtiments dont on avait les levées des seuils. Alors déjà, la première chose, c'est l'estimation des dommages en situation actuelle. Donc, comme ça dépend des hauteurs d'eau, ça dépend aussi de l'intensité de la crue, mais en gros, pour les habitations, on est autour des 20 000, en moyenne 20 000 € de dommages par habitation. Et pour tout ce qui est entreprise, alors c'est des moyennes par bâtiment, hein, donc ça peut être très variable d'un bâtiment à l'autre, c'est environ 40 000 € par bâtiment. La moitié des dommages, c'est les habitations sur la commune. Et on calcule ce qu'on appelle le dommage moyen annuel. En gros, c'est combien vous coûte à la collectivité les inondations par an sur Malais 3. Donc c'est environ 275 000 € par an de coûts pour la collectivité. Alors évidemment, c'est pas tous les ans, c'est 1 million une année, puis 0 pendant les 3 années qui suivent, et puis 3 millions de mémoire. La crue de 2001, c'était autour des 3 millions d'euros de dommages, donc c'est souvent... Quand la grande crue arrive, c'est beaucoup, et puis après les autres années, ça s'étale. Donc voilà, dommage moyen annuel environ 275 000 € par an, et ensuite, avec les travaux, on regarde le dommage évité moyen annuel qui est lié aux aménagements, donc c'est ce qu'on appelle le DEMA, qui est d'environ 70 000 € par an. Donc évidemment, les aménagements ne suppriment pas totalement les dommages, mais ils en diminuent quand même d'environ 25% du dommage annuel. Donc avec les travaux, ça fait une diminution du dommage moyen annuel lié aux crues de 25%. Donc ça permet de donner quelques ordres de grandeur. Ensuite, l'analyse coût-bénéfice, elle se base sur 2 indicateurs synthétiques, ce qu'on appelle des indicateurs synthétiques. Le premier, c'est la valeur actualisée nette, ce qu'on appelle la vanne. Donc elle doit être positive à 50 ans. Alors la vanne, en gros, c'est on fait le cumul des coûts au bout des 50 ans. On fait le cumul des bénéfices au bout des 50 ans, on fait la différence des deux, donc bénéfice moins coût. Donc si c'est positif, c'est qu'on a gagné de l'argent, si c'est négatif, c'est qu'on en a perdu. Et l'autre indicateur, c'est le ratio bénéfice sur coût. Alors il ressemble un petit peu au premier, qui lui doit être supérieur à 1. Donc généralement quand l'un est positif, l'autre est supérieur à 1, hein, généralement il varie tous les deux en même temps. Ce qui traduit ce ratio, c'est en gros, vous mettez 1 €, vous dépensez 1 € aujourd'hui, dans 50 ans, sur les impacts sur l'environnement, le projet en lui-même, il ne perturbe aucune trame, hein, il n'y a aucune trame rompue, on traverse un milieu qui est déjà anthropisé, et puis surtout on impacte peu les espèces les plus intéressantes. En fait, tout ce qui est intéressant, c'est ce qui est en jaune ici, donc c'est vraiment la ripisylve. Donc en gros, c'est tous les arbres qui sont au bord de la rivière et qui longent la rivière. Donc on va l'impacter un petit peu à l'aval quand on va venir se rapouter dans l'Oust, et puis un petit peu à l'amont, quoique à l'amont, c'est déjà aussi, il y a des murs de quai, donc finalement, il n'y a pas la partie amont, c'est moins impacté. Sur les aspects paysagers,
Malétroit est classé comme site patrimonial remarquable de Bretagne. Donc c'est toute la zone bleue qu'on voit sur la carte, et tous les cercles rouges, c'est des zones, c'est des périmètres de monuments historiques, voilà. Donc qu'on vient intercepter. Alors il n'y a pas de site inscrit vraiment sur la zone de travaux, ce n'est pas une zone de recherche archéologique, et au niveau du site patrimonial de Bretagne, il n'y a pas de prescription particulière, en tout cas sur cette partie de la prairie. Bon, en tout état de cause, le dossier, s'il doit se faire, il sera à soumettre à l'architecte des bâtiments de France. Mais en tout cas, en termes de prescription de matériaux à mettre en œuvre, etc., il n'y a pas d'exigence particulière. Après, l'aménagement est aussi l'occasion d'améliorer la qualité paysagère du site. C'est l'occasion de venir retravailler dessus. Alors sur les conclusions, pour revenir sur l'analyse économique, donc, les calculs bruts amènent à une ACB négative à 50 ans. Bon, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est très sensible évidemment aux différents paramètres. Notamment, on voit que pour atteindre l'équilibre, si on augmentait de 15% les dommages évités, on repasserait en positif. Inversement, si on diminuait de 15% le coût, on repassera en positif aussi. Donc là, on est un peu vraiment dans la marge, à ce stade d'étude, on est quasiment dans la marge d'erreur. Et puis, il y a tous les impacts qui sont non monétarisables, notamment l'amélioration des conditions d'écoulement en droit du pont de la RD 776, donc qui avait été coupé pendant une semaine, je crois, quelques jours en tout cas, en février 2014. Donc l'abaissement du niveau d'eau, ça permet aussi de diminuer la charge sur l'ouvrage, donc qui peut éviter de le fermer trop rapidement. Il y a aussi la mise hors d'eau de routes départementales, donc notamment la RD 776, donc, qui serait mise hors d'eau en 2014. Pour la crue de 2014, elle serait mise hors d'eau, et 2001, c'est vraiment limite de débordement. La RD 146, donc là c'est la rue Entremont, donc mise hors d'eau également pour la crue de 2014. Et la RD 764, donc ça c'est le faubourg Saint-Julien qui elle est inondée plus fréquemment, mais elle serait quand même mise hors d'eau pour une crue décennale. Et sur une conclusion plus générale, un tel projet, on le voit notamment par l'aspect économique, on est tout juste pour justifier économiquement le projet. On voit que c'est aussi l'occasion d'une requalification globale du secteur, alors à la fois avec cet aspect inondation, mais aussi l'aspect paysager, de valorisation paysagère de ce secteur, tout en restant après évidemment dans les clous du PPRI qui ne permet pas non plus de faire tout ce qu'on veut dans ce type dans ce secteur. J'en avais fini. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, eh bien vous pouvez les formuler tant que notre ingénieur de service, ingénieur hydraulicien, est là. En fait, ça fait un peu cher la vanne. La vanne, ça fait un peu cher la vanne. Ça va le faire, oui, des négatifs. Petite question, monsieur Larmet. Par rapport au courant, est-ce que vous avez pris en compte le courant? Parce qu'en fait, le canal de dérivation, le courant est quand même d'un secteur ou de l'autre du bief, en fait. Et donc là, j'ai l'impression que ce canal, le courant est de l'autre côté quai. Je ne sais pas, est-ce que ça a un impact sur un éventuel canal de dérivation? Alors par rapport au courant, effectivement le courant, vu la courbure, est plutôt côté quai. Après, on arrive à ramener une partie du courant vers la rive gauche du fait du canal en augmentant justement l'écoulement, en facilitant l'écoulement sur ce côté gauche. Et du coup, ça soulage d'autant la partie qui est à droite. Ça diminue les vitesses d'autant du côté rive droite. Qu'est-ce qui justifie les 300 000 euros d'entretien par an? Je vais revenir, oui. C'est ça qui fait le projet en fait. Alors c'est pas 300 000 par an, c'est... La réservoir. On est en dessous là. Ah oui, c'est 184 000. Voilà.
Et si on fait ça par 50, forcément, c'est tout de suite énormément. Oui, voilà, c'est le cumul sur 50 ans, c'est 184 000 euros d'entretien. On l'a estimé à environ 6 500 euros par an. L'entretien, c'est des visites, donc c'est aller sur le terrain, voir si tout se passe bien, des visites après crue, de la surveillance, l'entretien de la végétation. On prend en compte d'éventuelles réparations également si au cours de la vie de l'ouvrage, s'il y a des érosions ponctuellement. Vous voulez revenir sur... C'est 71 000 euros par an. 275. Non mais le gain. Le gain, c'est 71 000 euros par an, c'est ça. C'est 100 000 par 5. C'est quand même donc j'ai du mal à comprendre. On dépend de notre travail. Sur... Travaux d'entretien. On gagne 71 000 euros. Oui, alors après... Oui, en plus, c'est pas sur la communauté. Il y a l'entretien tous les ans. Oui. Après, il y a le taux d'actualisation, c'est-à-dire que l'euro actuel n'est plus le même dans 50 ans. Il y a une réduction. On multiplie pas. Voilà. Ça fait 3 000 ça par 50. C'est les 71 000 moins les 6 500 annuels aussi. Même les 6 500, ça fait encore largement plus que le Mhm. J'ai un peu de mal à comprendre. 71 par 50, ça fait 3 000 euros. Oui, non, ça je suis d'accord. Les travaux, c'est 2 millions. Donc j'ai un peu de mal à comprendre que ce soit pas rentable. Comment dire, je vais dire c'est le résultat, après je n'ai pas tout le détail en tête, mais c'est effectivement avec l'application des 71 000 moins les 6 000, donc on arrive à 65 000, ça fait 2,4 millions. Ça fait encore 3 millions. 60 000. Oui, ça fait 3 millions. Oui. Ça fait encore 3 millions. Ça fait 3 millions. J'ai un peu de mal à comprendre. Mais après, c'est l'application. La réduction de la valeur des dommages moyens annuels d'environ 25%. Je ne sais pas si ça va. Non, mais après, c'est 60. Oui, mais après, c'est l'impact des 2,5% du taux d'actualisation. C'est-à-dire que les 71 000, tous les ans, vous diminuez de 2,5% en fait. Parce que... C'est le taux d'actualisation. C'est-à-dire que alors, c'est dans la dans la méthode, hein, c'est comme ça que c'est appliqué. C'est la méthode officielle, oui. C'est que pour prendre en compte que le coût de l'euro aujourd'hui l'euro d'aujourd'hui n'a pas le même coût que l'euro dans 50 ans. Puis c'est enlevé, c'est un nouveau courant. C'est voilà. C'est pas mal constant. Et 2,5 par an pendant 50 ans, ça diminue très largement les. Ouais. Alors, l'euro moins cher, l'euro plus cher, Là, c'est des guides méthodologiques du ministère qui nous. même si on les 6 000, donc ça fait 65 par 50. Oui, ça fait plus de 3 millions, ouais. 3 millions. En fait, il me semble que ça, c'est la réduction de ce qu'il y a au 200. Non. Il faut enlever 71, 265. Parce que si tu multiplies dommageabilité. Non, ça c'est le dommagévité, oui. C'est bien le gain annuel. En C'est fait. dommageabilité, c'est 3 millions 3. On est d'accord, mais tu peux faire 2 millions d'investissements. Oui. Je pense qu'il y a le facteur de ce que ça coûte quand même, le résiduel. Tes 2 millions, tu vas les avoir. À 200 000 euros par an, je paye quand même. Tu auras des coûts aussi pendant les 50 ans. Oui, d'accord, donc tu as les intérêts, Les 2,50 les intérêts de ton investissement, c'est ça? C'est pour ça aussi, si, par exemple. 100 000 euros par an. Faudrait qu'on vous explique plus la formule à payer. C'est la vraie formule? Non, je ne l'ai pas mise, mais c'est parce que c'est pareil, les 6 500 euros, si vous faites x 50, c'est plus de 300 000 euros. Et au final, avec l'application, voilà. J'ai calculé en fait ça. On a enlevé de 71 000, on a enlevé les 6. Donc il reste 65 000, multiplié par 50, c'est à 3 millions 30. Donc quand ça coûte 2 millions 122. Non mais c'est vraiment avec cette application des 2,5. Mais ça c'est, comment dire, je ne vais pas dire c'est la réglementation, mais c'est en tout cas la méthode qui veut que. L'argent des 2 millions, je comprends.
La formule est étonnante parce que dès que vous avez monté 71, j'ai considéré que ça fonctionnait. C'est l'intérêt de remboursement. Alors, oui, Ce qu'on peut Jean-Marc. voir aussi, c'est que dans le coût d'investissement, il y a une marge de 15% Pour imprévu, ouais. Oui. Donc on peut peut-être déjà gagner aussi ces 15%-là. Oui. Peut-être. En Ce approfondissant. qui rendrait, on enlève C'est les les frais, factures. donc ça rend, voilà. Donc on reviendrait à un ratio bénéfice. Le stade de la programmation, ils avaient l'air de le prévoir. C'est pas nous, ce sera 10 000 € près. C'est pas Non mais là c'est 15% quand même. Ça fait presque 300 Bah, ce stade, oui, c'est ça. Mais c'est fréquent, oui. On veut tout trouver 2 millions d'euros. J'ai fait avec la piscine, ils sont surpris. C'est les formules de calcul de l'État. Les formules, oui, tout à fait. Il ne faut pas chercher à comprendre. Alors après, le remboursement d'emprunt, d'intérêt, après, oui, je rechercherai en tout cas, effectivement. Même à 65, tranquillement. On est à 800 000. Même on est à 1 million. C'est géographique. T'as pas forcément des problèmes, des réponses. L'homme toujours apporter des problèmes, mais parfois il y en a pas. Il y en a. De la formule. Tu les vois. Merci. Merci. Monsieur le maire, une explication plus générale, c'est vrai qu'on était très réservés, nous, sur cette étude qui on avait délibérée en décembre 2017. C'est vrai que c'est une étude de Malétroit pour Malétroit, que le silo naissait à la hâtait et se terminait, s'achevait, disparaissait chez Crissot. N'aurait-il pas été plus intéressant de travailler au niveau des bassins versants, parce qu'on se rend compte, comme que vous l'avez évoqué dès le départ, les bassins versants ont un impact beaucoup plus important, à mon sens. Là, aujourd'hui, on subit ce qui arrive sur des kilomètres carrés en amont. Est-ce que c'était pas quand même plus intéressant, plus judicieux? Parce que là, je ne vois pas aujourd'hui quelle est la suite à donner cette étude. Ça a coûté 60 000 €, certes subventionné, mais ça coûte quand même 15 000 € à l'Estroyen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va en sortir pour baisser? Alors, donc, il fallait bien écouter tout à l'heure Bertrand, parce que les études ont déjà été, il y a eu moult études réalisées depuis des années par notamment l'IAV, et nous avons eu une étude générale qui a été réalisée en 2001 par le cabinet Safège, en 2003 plus exactement, après les inondations de 2001, et elle est restée très longuement dans un placard enfermé à la CCBOL. Donc tout cela est dedans, il faut la regarder, et on s'aperçoit, ce que vous avez dit tout à l'heure, avant de commencer la présentation, on s'aperçoit que il n'y a aucune solution magique pour Malétroit. Il faudrait créer carrément un barrage, mais un barrage énorme, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que dit l'IAV. Et là, c'est plus de millions d'euros. Donc, il faut savoir, et Bertrand, tu es malestroyen comme moi, tu dois bien savoir que à Malétroit, c'est vraiment le goulot d'étranglement. C'est beaucoup plus terrible, les inondations à Malétroit, qu'en amont et qu'en aval. Bon, évidemment, les inondations sont terribles partout, parce que quand on est dans la maison, et quand on a 20 cm les pieds dans l'eau, c'est terrible pour tous les habitants. Mais il faut savoir que la ville de Malétroit, c'est la ville la plus critique en matière d'inondation du bassin d'Oust. Et d'ailleurs, tous les spécialistes le disent, que ce soit l'Adréal, que ce soit la préfecture de région, que ce soit la préfecture. Et justement, donc c'est pourquoi il est extrêmement important que Malétroit ait sa propre étude pour essayer de trouver des solutions, comme vous venez de le présenter, pour diminuer de 15, voire 20, voire 25 cm d'eau dans le centre-ville de Malétroit. Et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'habitants, de beaucoup d'habitations qui ne seraient plus inondées, et même des commerces. Donc c'est quelque chose,
d'extrêmement important, parce que 15 000 €, c'est un coût de l'étude. Ça nous coûte 15 000 €, comme vous venez de le dire. Mais 15 000 €, c'est quand même important d'essayer de trouver des solutions pour une ville qui a plus de 100 habitations de sinistrés en cas d'inondation. Voilà. Pas centenaire, hein. Nous avons les crues, ça a été rappelé tout à l'heure, 99, 95, 99, etc., etc. On peut simplement espérer que cette étude serait une valeur ajoutée pour lui, c'est du jour de temps. Alors, ça, de toute manière, c'est l'OBC qui, aujourd'hui, décidera de la suite à donner. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en présentant. Nous allons donner cette étude-là à l'OBC. Elle sera présentée, et nous demanderons tout à l'heure à M. Barbet de venir la présenter au maire de la communauté de communes et au conseil communautaire. Et après, l'OBC décidera de la suite à donner, ou pas. Voilà. Mais, en ce qui concerne le conseil municipal de la ville de Malétroit, nous l'avions promis en 2014, nous avons fait le travail, et maintenant, eh bien, la suite reste à donner. Alors moi, je prendrais plutôt la question à l'envers. Je comprends ta préoccupation, elle est légitime, mais j'ai un peu l'impression, pour parler vulgairement, tu as ta merde, tu l'as et tu t'en débrouilles. Là, j'attendrai de voir, Malétroit ayant fait son travail, sa partie, quelle sera la solidarité de l'OBC. Moi, c'est comme ça que je prendrai le problème. Il y a d'autres communes qui sont concernées, il n'y a pas que Malétroit non plus. Non, voilà, il Par rapport à l'OBC, je pense que c'est aussi un... Tout à fait, c'est ce que je dis. Prenons le cas de Josselin. Josselin aussi a ses habitations inondées, de sinistrés. Mais le plus dangereux des inondations, en cas d'inondation importante, c'est ce fameux goulot de Malétroit, l'étranglement de Malétroit. On voit bien d'ailleurs, quand vous présentez les cartes, c'est flagrant. Et donc maintenant, nous avons fait le travail, la communauté de communes fera également son travail, chacun a ses compétences. Aujourd'hui, c'est une compétence communautaire, donc voyez, nous avions engagé l'étude avant 2018. La compétence, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est passée communautaire au 1er janvier 2018. Donc maintenant, nous allons donner cette étude réalisée à la communauté de communes. Et je tiens d'ailleurs à remercier d'abord M. Barbet, qui s'est pleinement impliqué depuis le départ dans cette étude, avec Jean-Marc, notre collègue, qui a été présent à chaque réunion, et nous en avons eu des réunions de travail. Remercier aussi mes collègues de la communauté de communes, Guy Drougar, qui est le vice-président en charge, et le directeur des services techniques de la communauté de communes, qui ont toujours participé aussi, qui ont été pleinement associés à cette étude, sans parler de l'Adréane, de la préfecture, des services de la préfecture, de la région Bretagne, du conseil départemental du Morbihan. Tous ces acteurs-là ont été présents durant toutes les réunions qui se sont déroulées à l'hôtel de ville de Malétroit, et ils ont toutes et tous apporté leur contribution. Alors je tiens à les remercier, parce que c'est un travail important, et c'est un travail qui non seulement est important, mais aussi peut permettre à Malétroit d'améliorer dans les années à venir, lors des crues décennales, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, et d'autres crues type 2001 et 1994, de diminuer les aléas dans le centre-ville, et aussi, n'oublions pas que nous avons une caserne des pompiers qui est inondée aussi, en cas d'inondation importante. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les différents RD qui traversent les routes départementales, qui traversent Malétroit, sans parler du pont, qui est extrêmement important, puisque nous avons un problème sur le pont, nous n'avons qu'un pont principal pour la circulation. Nous avons le pont Briand, mais là c'est pour desservir l'intramuros, ce centre-ville. Et
le petit pont, comme nous l'appelions, le petit pont Guillery. Donc voilà. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Et maintenant, eh bien, nous tenions absolument à ce que cette étude vous soit présentée en priorité, et c'était un souhait de l'exécutif de Valais 3, puisque c'est vous qui l'avez voté, et c'est vous qui avez lancé cette étude en 2017. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Alors, on va peut-être... Quelqu'un est bien à 184, 71 par 50, ça fait pas 2006 975, ça fait 3 250. Donc il y a une erreur énorme dans le bénéfice, je le comprends pas. Donc on va demander à M. Barbet de refaire les calculs avant de la présenter au maire, à mes collègues maires de la communauté de communes, s'il y a une erreur. Donc on va vous demander. Merci. Si on a l'impression de 50 par an, ça minimise. Voilà. Comment Avec une inflation de 50, ça minimise. Mais quand même, il y a Voilà. c'est un Je tiers. vous donnerai l'explication Oui, sur mais les il y a un chiffres tiers de 2 millions. gain. Voilà. Le gain est d'1 million. Je veux bien qu'il y ait de l'inflation, mais 1 million sur 2 millions de ça commence à être de l'inflation quand même. Merci beaucoup, merci et bon retour. Merci. Et puis, je voyais tout à l'heure, au cours de la présentation, que Michel prenait des notes, donc j'ai oublié de la citer au départ comme secrétaire de séance, mais là je le fais officiellement. Merci Michel. Alors, on n'a pas essayé.